Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Boris Lassagne, je suis psychologue clinicien. Heu, j'ai été invité par, Magali Bonnet. Merci beaucoup, hein, de cette invitation. Je travaille pour, situer un peu mon propos, je travaille à l'HAD de la PHP, qui est un HAD qui, a à peu près 900 à 1 000 patients jour, pédias, adultes. Donc moi, je suis sur 4 établissements, 3 adultes et un établissement, une unité de soins exactement en pédiatrie. Et je suis chercheur associé à l'université Paris-Nanterre, d'où tous ces logos là, Sulissom, Nanterre, HAD. J'ai fait ma thèse, au laboratoire de psychologie, de Strasbourg, donc Sulissom, qui traitait sur, les représentations du chez soi en situation de fin de vie à domicile. Donc je pense être un petit peu dans le thème de la journée et de voilà. Mon propos va porter principalement sur le couple ou les couples, puisque alors on parle des aidants principaux, des proches aidants, mais avant peut-être ce statut, médico, administrativo-technique, parfois ce sont des parents, ce sont des épouses, ce sont des époux, des enfants et donc voilà, donc je tenais à porter un petit peu un éclairage sur cette question du couple, à l'épreuve de la fin de vie, hein, puisque, comme on l'a vu, monsieur Aubry en a parlé déjà un peu, c'est une problématique, qui, la question du proche, est une problématique extrêmement essentielle. Pour resituer un peu le propos, mais on ne va pas, passer trop de temps sur cette question-là, bien qu'elle soit assez fondamentale. Aujourd'hui, on a à peu près 9,3 millions de personnes qui se déclarent être aidants ou proches aidants d'une personne en situation de perte d'autonomie ou de handicap. Que plus d'un tiers de ces 9,3 millions sont des personnes qui sont à la retraite. Le chiffre augmente vraiment de façon, substantielle après 80 ans, où on voit aussi que l'âge, de la perte d'autonomie en France aujourd'hui est de 80 ans, 83 exactement. Donc on se rend compte qu'on a des aidants, des proches aidants ou des conjoints qui sont eux-mêmes parfois en situation de pathologie chronique, d'histoire de maladie. Donc c'est une variable extrêmement importante et que aussi dans les faits, 57 de ces aidants sont en fait des femmes. Sont les épouses, les mères, les sœurs, les filles qui s'occupent de leurs proches malades. Un autre chiffre qui me semble être assez important, c'est qu'aujourd'hui 80 des Français déclarent vouloir mourir chez eux. Dans les faits, 24 meurent vraiment à domicile. Ça, c'est un chiffre assez récent qui date de 2021. Alors, mon propos portait sur la question du couple. Alors bon, un couple, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord peut-être l'union entre 2 êtres. On appelle ça l'amour, le mariage, et cetera. Mais un couple, c'est aussi peut-être et surtout un processus, comme on se disait tout à l'heure. Un processus, le résultat d'une histoire, qui n'est pas statique. Elle naît, elle croît, elle s'affine, elle évolue. Et qu'est-ce qu'elle produit, cette histoire entre 2 êtres? Elle produit, des normes et des valeurs, des habitudes, des habitudes de vie. Et on le voit, hein, quand on intervient en HAD, on voit bien que quand on met le pied à domicile des gens, on arrive dans un territoire chargé d'histoire, qui est radicalement bouleversé par, l'implémentation des dispositifs médicaux, comme on dit, de façon un peu technique, le lit médicalisé qui se retrouve au centre du salon. Mais, cette histoire, idéalement, produit un certain nombre de points de sécurité, de points d'ancrage, identitaires, sécuritaires pour les personnes. On sait aussi que la maladie bouleverse radicalement l'ensemble de ces perspectives-là. Que l'annonce d'une mort à venir, même si on ne sait pas trop quand, si on ne sait pas trop comment, si on peut rester très ambivalent sur la façon dont on veut vivre sa fin de vie, il n'en demeure pas moins que ça met tous ces dispositifs-là en éclat et que, j'ai repris une terminologie un peu anglaise puisqu'il y a des subtilités entre home et house. Le house, c'est les murs de la maison, mais en fait, c'est ce qu'on pourrait peut-être presque traduire en français sur la question du domicile et qu'il y a peut-être un malentendu, originel entre moi, j'ai rarement entendu des gens qui disent: «Je veux rentrer à mon domicile» sur leur lit hospitalier. Ils disent: «Je veux rentrer chez moi». Mais la question du chez soi, est peu abordée sous l'angle du domicile. Donc il y a vraiment un gap entre
home de la maison et le house, hein, et donc aussi, l'ensemble de ces bouleversements qui sont liés à la maladie. Pour remettre aussi des éléments de contexte, pour aborder, les slides suivantes sur, les résultats que je vais vous montrer. C'était une étude clinique sur le chez-soi en situation de fin de vie à domicile, dans le champ de la psychologie clinique, avec des entretiens non directifs de recherche, qui a concerné des patients principalement hospitalisés dans le cadre d'HAD ou de SIAD, qui étaient tous identifiés en situation palliative. 13 participants ont accepté sur 35 contacts, de participer à cette recherche. Ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est qu'il y avait 7 personnes qui étaient mariées ou en couple. Donc on va sortir un petit peu, les éléments de ce côté-là. Il y a une stratification analytique entre une analyse clinique, sous le modèle du cas clinique, une analyse thématique, et c'est celle-ci qui va nous intéresser aujourd'hui, et enfin une analyse Alceste des données. Dans les analyses thématiques, on voit que le couple émerge assez rapidement comme étant une des catégories, du chez-soi. On a d'abord un certain nombre d'éléments qui sont liés aux représentations du chez-soi. Ensuite, le chez-soi est associé à l'idée de la maison, et souvent c'est la maison actuelle, c'est pas forcément la maison idéale, la maison passée, ou c'est la maison du moment. La maison qui vient protéger aussi de l'hôpital, et là arrive le couple, et là, ce sont tous les éléments qui sont en lien avec, justement, les liens que la personne malade entretient encore avec son environnement. Donc, il y a d'abord le couple, la famille, avec la place des enfants et des petits-enfants, qui occupent là vraiment une place et des fonctions tout à fait singulières. Et enfin, la question relative à la maladie et à la mort. Alors, si on fait un focus sur l'idée du couple, on se rend compte qu'on a à peu près 5 sous-catégories du couple, et des différents mouvements psychiques et relationnels, identificatoires, qui vont s'inscrire dans ce champ-là. On va déjà avoir un certain nombre d'expressions liées aux inquiétudes pour le conjoint. Parce que les personnes malades sont tout à fait conscientes de la lourdeur que la situation impose au conjoint. Heu et on l'a moi hier encore, j'étais au téléphone avec en plus on a des nouvelles configurations de couple, hein, avec, un couple relativement jeune, gay, et j'ai été interpellé par le malade qui disait: «Je suis très inquiet pour mon conjoint parce qu'il a perdu déjà 2 compagnons et je vais être le troisième.» Et bon, on est vraiment sur, une projection comme ça, une conscience de la lourdeur et de la difficulté que le conjoint va devoir assumer, qui assume déjà. Il y a aussi l'histoire du couple, puisque comme on l'a vu, on est souvent dans des configurations de couples anciens, des personnes relativement âgées, avec des histoires de vie, des histoires de crise, des histoires aussi, de maladie, et où on a été aidant un temps, et puis là, c'est l'autre qui finit par m'aider, mais j'ai peur que ma situation, ma condition de malade réactive ou réactualise un certain nombre de crises, de pathologies, antérieures. Dans cette configuration-là, où on est, dans un espace bien identifié, mais en fait, on peut se retrouver assez séparé par la maladie, par la réalité des organisations quotidiennes, il y a aussi la grande question: comment est-ce que je peux encore faire couple? Comment est-ce que je peux être en lien encore avec la personne avec qui je partage mon existence? Et qu'est-ce qui fait lien? Puisque tellement de choses ont été perdues. Et on a, par exemple, l'archétype de la chose perdue, c'est le lit conjugal. Le lit conjugal qui est remplacé par un lit médicalisé, qu'on met non plus dans la chambre parce que la chambre est trop petite, donc on va le mettre ça dans le salon, et que là, il y a tout un enjeu autour aussi de la question de l'intimité, même des besoins, hein. Est-ce que je fais mes besoins dans une chaise percée dans la salle à manger ou pas? Ou comment les choses se négocient? L'évocation des conjoints décédés. C'est-à-dire qu'on se rend compte aussi qu'il y a un certain nombre de conjoints morts qui continuent à avoir une fonction d'étayage, hein, c'est ce que de Lyon pourrait appeler la fonction phorique, de soutien, de support émotionnel, affectif, identificatoire, identitaire, malgré l'absence. Et donc là, c'est là où on va aussi voir au domicile des gens l'ensemble des photos, des parents, des conjoints, des grands moments, familiaux, et cetera, et cetera. Et puis enfin, il y a la vie affective et l'ensemble des aléas, puisque, dans les couples, il y a aussi, des séparations, des ruptures, des pathologies de couple, des divorces, et donc comment se préserver aussi de couples qui ont été parfois un peu, traumatogènes, pathologiques, et malgré tout, comment continuer à coexister, alors soit avec une histoire antérieure, soit dans le présent, parce que la maladie, elle frappe jamais à la porte, dans des moments où
tout est clair, hein, et qu'on se retrouve parfois avec des séparations qui n'ont pas pu aller à leur terme, et on est sur des cohabitations de couples, il faut quand même malgré tout gérer la question de la maladie. Donc on se retrouve avec des couples qui sont à la fois dans la crise somatique, dans la crise du devenir, et cette crise va mobiliser ou va solliciter des crises à l'intérieur même des couples. Et plusieurs stratégies sont en jeu à ce moment-là, puisque au fond, la crise individuelle devient de fait une crise de couple, et que la relation, alors ça c'est des travaux Talpin, Joubert, etc., hein, la relation, faire lien, religuer, hein, c'est le lien à l'autre, est à la fois organisateur de nos existences, nos liens organisent nos existences, mais on sait aussi qu'un certain nombre de liens appartiennent à des structures défensives. C'est-à-dire qu'on répète. Alors, d'aucuns diront, oui, voilà, dans nos objets d'amour ne sont que la répétition des objets antérieurs. Et donc, on se retrouve dans des identités qui sont extrêmement fragilisées, puisque des deals de couple, entre guillemets, sont en train d'être renégociés à l'aune de la maladie, on crée du coup de nouvelles crises au sein du couple par la maladie et la gestion au quotidien de la maladie, dans un contexte où la grande question, c'est comment tenir bon, puisqu'on parlait tout à l'heure de la question du temps. La question du temps, alors là, moi, je fais le pont aussi avec Heidegger, hein, sur la question du temps être étant, et on serait aussi dans cette question de la fin de vie sur une forme de temps inauthentique. Alors, c'est-à-dire un temps qui, et on le voit cliniquement, hein, qui tend à se répéter, la répétition du même. Parce que l'enjeu, dans un certain nombre de cas, il est aussi de pouvoir survivre à ce que l'on est en train de traverser. On pourra peut-être revenir sur cette question-là un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a posé ce constat-là, qu'est-ce qu'on remarque sur le plan défensif de couple? Alors, quand on est sur un couple qui fonctionne sur un modèle névrotique, on a d'abord le refoulement, bien évidemment, c'est-à-dire qu'on va mettre hors du champ de la conscience tout un ensemble de pulsions agressives, d'insatisfaction, de colère aussi, hein, et on le voit bien, une forme d'abnégation qui peut exister à cet endroit-là. On va aussi identifier un certain nombre de clivages fonctionnels. Comment je peux continuer à fonctionner dans une situation précaire, déstabilisante et destructrice pour moi, en tant que conjoint, en tant qu'aidant principal, pour pouvoir continuer à aider l'autre, hein, qui est en difficulté. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, puis sur la question de l'enfant roi, et puis cette vignette clinique, hein, sur aussi le noir, être dans le noir, on le voit aussi chez les adultes, hein, où l'espace du lit opère vraiment comme un lieu de repli. Et donc la question du repli sur soi opère aussi une fonction extrêmement importante. Et une mécanique extrêmement présente et massive qu'on peut identifier aussi, c'est ce que Champoiral appelle la thanatose. La thanatose, dans le champ de l'étude animale, c'est le simulacre de la mort. Et il y a des animaux qui simulent la mort pour faire croire à leur proie qu'elles sont déjà mortes. Alors on voit des fois dans des petites vidéos TikTok un peu rigolotes, les chèvres qui tombent sur le dos et qui sont les quatre fers en l'air, hein, et qui sont dans un processus de thanatose. Et en fait, on se rend compte que parfois, dans un certain nombre de cas de couple et individuels, faire déjà le mort alors qu'on est encore vivant, opère comme une défense assez massive, et donc d'où la question aussi du temps inauthentique, de la répétition du même, hein, opère comme une défense assez massive avec des routines qui vont être extrêmement importantes, et on va avoir du mal, même en tant que professionnel, alors moi en l'occurrence d'HAD, hein, de pouvoir pénétrer les maisons, puisqu'on vient déstabiliser des organisations extrêmement précaires, extrêmement fragiles. Si on réfléchit un petit peu à cette idée du couple, alors que tout est en train de disparaître sous nos pieds, notre identité, notre avenir, notre devenir, notre illusion qu'on pourrait passer malgré tout à travers les mailles du filet de la mort, et que ça concerne les autres et puis moi, je pourrais peut-être m'en sortir un peu autrement. On se rend compte que le couple peut opérer dans un certain nombre de cas comme le dernier espace topologique, c'est-à-dire un lieu psychique, un lieu de la relation, et un lieu de l'histoire. Et c'est à travers l'autre, dans la relation encore entretenue avec l'autre, qu'on va pouvoir continuer un petit peu à se reconnaître. Et que ce couple
va pouvoir être parfois hyper investi pour continuer à supporter cette identité qui est extrêmement fragilisée. Et comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure et comme on le voit cliniquement, hein, l'autre, les dents, ce qu'on appelle les dents principales, va opérer vraiment comme une enveloppe psychique. Et on le voit du côté hein, à quoi servent les aidants. Ils ne sont pas juste là pour être présents, ils viennent aussi confirmer certains affects, certaines émotions ou les infirmer. Ils viennent soutenir l'angoisse à 3 heures du matin. Donc, ils opèrent vraiment comme une enveloppe. Et des fois, on voit ces fameux couples-là qui se replient, qui sont devenus complètement, qui se sont inscrits dans une forme de relation anaclytique, et ils sont extrêmement collés les uns aux autres, et parfois, ils se replient même sur une temporalité passée. Et on le voit peut-être, vous l'avez sans doute remarqué déjà, hein, ces couples qui se replient dans leurs belles années. Ah, quand on a acheté cette maison pour nos enfants, pour nous protéger, pour construire la famille. Ah, bah, mon mari continue à faire de la peinture, il peint 1000 tableaux comme s'il était encore ultra puissant alors qu'il est en train de mourir. On voit bien qu'il y a des espaces de repli comme ça dans une histoire antérieure. Donc, le couple, comme je le disais, un peut devenir ce fameux dernier territoire d'une identité menacée. Et on voit qu'il y a une espèce de prolongement entre notre enveloppe corporelle, ce corps qui fonctionnait, qui fonctionne plus et donc du coup en qui on ne peut plus vraiment avoir confiance. Cette maison qui est devenue un espèce d'espace un peu paradoxal on voulait être chez soi pour se protéger de la maladie et de l'hôpital et en fait on se retrouve avec un hôpital à la maison, avec des dispositifs, avec des passages soignants, avec une temporalité qui ne nous appartient plus. Et quand on voit sur que veulent les personnes âgées pour leur fin de vie, elles disent mais moi je veux rester maître de mon temps. Mais avec l'HAD, ben, on n'y est plus complètement maître de son temps, ou avec les passages, on n'y est plus complètement. Et donc, ce couple qui peut devenir aussi une forme d'exostructure, comme une forme de prolongement de l'individu. Je vais finir. Et alors, j'ai rebondi là sur le bateau du cancéropole, parce que j'ai pensé aussi à la question hétérotopique développée par Michel Foucault. Et c'est une métaphore, hein, l'hétérotopie. Foucault dit au fond, l'hétérotopie, c'est un morceau d'espace, un lieu sans lieu, qui vit par lui-même, qui est fermé sur soi et qui est livré en même temps à l'infini de la mer. On peut voir une belle allégorie aussi de notre existence. Et au fond, est-ce que la question du couple ne peut pas devenir aussi une problématique de l'ordre de l'hétérotopie, avec une juxtaposition euh, des fonctions, des statuts, des identités, un découpage du temps, comme je disais, un repli sur soi et dans une histoire un peu plus glorieuse. Le choix de pouvoir rester ouvert ou fermé, c'est-à-dire est-ce qu'on laisse entrer les autres, les étrangers, ou est-ce qu'on les laisse à la porte. Et enfin, le couple aussi permet de maintenir une illusion, c'est-à-dire l'illusion d'être ensemble alors que la séparation est proche, même si on ne sait pas encore à quel moment elle peut intervenir exactement. Je vous remercie pour votre écoute.